propos, effectivement, il est un petit peu provocateur parce que tout le monde sait, en fait, pense, croit que le geste chirurgical, c'est celui qui fait tout. Enfin, une fois qu'on a décidé de se faire opérer, hein, évidemment. Hein. Alors, effectivement, tout le monde ne vient pas à la chirurgie de l'obésité, alors qu'il y a beaucoup de gens qui devraient venir à la chirurgie de l'obésité, et ça reste quand même une espèce de grande inconnue, la chirurgie de l'obésité. On ne sait pas trop comment se font les montages, on ne sait pas trop comment renourrir les patients. Ça fait un peu peur. Et moi, si je pense pouvoir vous donner un message aujourd'hui, c'est juste que, outre le fait que la chirurgie de l'obésité, aujourd'hui, les praticiens qui pensent que voilà, il ne faut pas s'y intéresser, hein, ils se trompent. Ça va être quelque chose d'incontournable. La population grossit, la population vieillit, mais grossit. C'est un des problèmes de santé publique qui est le plus préoccupant dans les pays développés. Donc c'est un problème, il faut s'y intéresser. Et en plus de ça, c'est simple, la prise en charge de l'obésité, notamment à travers la chirurgie de l'obésité, c'est pas très compliqué et ça marche. D'abord, j'aimerais bien qu'on commence à considérer les obèses comme des gens malades. Et euh, ce qui me ce qui ressort un petit peu de nos réunions avec les patients qui ont déjà été opérés, c'est que ce sujet n'est pas abordé en consultation avec le médecin traitant. Le médecin traitant, en fait, il va s'occuper de l'angine, des vaccins, de tout et n'importe quoi, mais pas de l'obésité. Pourtant, en fait, euh, il y a tout pour la définir comme une maladie. Hein. Il y a une prévention possible, il y a des symptômes, il y a des effets collatéraux du diabète, de l'hypertension, des pathologies hépatiques, il y a des conséquences, il y a une perte de vie liée à l'obésité qui a été mesurée. On peut schématiser en disant aux patients qui ont un peu peur, qui n'ont pas encore assez peur de leur obésité, vous perdez 7 ans d'espérance de vie par rapport à vous-même si vous n'étiez pas obèse. Et moi je dis à certains obèses, vous ne fumez pas mais vous êtes obèse, ben, c'est comme si vous n'étiez pas obèse mais vous fumiez. Et à ce moment-là, ça leur fait des petites tilts, comme l'infarctus du myocarde chez le fumeur, qui va effectivement se dire peut-être qu'il serait temps que je m'occupe de ma santé, peut-être qu'il serait temps que je m'occupe de mon obésité. Et puis effectivement, il y a des traitements. Et les traitements passent par des régimes, d'abord, effectivement. Et dans certains cas, malheureusement, les régimes ne suffisent pas. Parce que quand on a dépassé un indice de masse corporelle, alors on va revoir ce que c'est effectivement, on a montré que 99% des patients qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, définition de l'obésité, peuvent perdre du poids, mais ne parviendront pas à maintenir 5 ans cette perte de poids avec tout le coaching, tous les efforts, tous les rendez-vous de la diététicienne. Ils vont à 99% reprendre leur poids, voire même en rajouter une couche. Donc, le coaching ne suffit pas. Les patients, eux, ils sont effectivement sous-traités et puis ils sont très mal informés et c'est un petit peu pour ça qu'on se bat petit à petit pour former. Ça pourrait très bien se passer au cabinet du médecin traitant. Parce que d'abord, quand le patient arrive dans le cabinet, même s'il vient pour un certificat médical, ça se voit qu'il est obèse. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans l'interrogatoire, ça se voit. Et donc, et ça se mesure éventuellement, et donc le sujet devrait être abordé en disant, à propos, vous êtes obèse. Moi j'ai des patients qui viennent pour des problèmes de hernie, mais je leur dis, mais vous savez que là, vous êtes obèse, c'est dangereux, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous avez déjà essayé? Quelles sont les démarches qui ont déjà été entreprises? Est-ce que... Voilà. Une des façons qu'on pourrait avoir d'aborder le sujet chez des patients qui n'ont jamais songé à se faire traiter de cette maladie, ce serait de l'aborder à travers déjà les conséquences, parce qu'ils viennent déjà en consultation pour un syndrome d'apnée du sommeil, pour un diabète. On leur dit oui, mais vous voyez, on pourrait l'améliorer à travers la prise en charge de l'obésité. On essaye les méthodes diététiques, ça ne marche pas, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin et on peut éventuellement, selon certains critères, se diriger vers la chirurgie
qui va être un instrument supplémentaire pour les guérir de cette maladie, l'obésité. De toute façon, l'obésité, il y a des retentissements importants. Les patients le savent bien qu'ils sont obèses. Il y a des retentissements sociaux, professionnels. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, ne serait-ce que d'un point de vue mécanique, mais aussi d'un point de vue biologique. Et puis, il y a des retentissements financiers, il y a des retentissements... voilà, les gens le savent. Sauf qu'il faudrait qu'on leur en parle, il faudrait que ce soit facile pour eux d'aborder la question de et maintenant, aidez-moi, comment est-ce que je peux faire? Et puis, effectivement, il y a une façon assez simple d'aborder le sujet avec eux, de leur mettre en face la réalité, l'indice de masse corporelle. Alors, l'indice de masse corporelle, c'est un instrument, comme tu le disais, qui est un peu incorrect, un peu trop facile, qui ne correspond pas toujours à la réalité, mais tout le monde n'est pas Teddy Riner. Effectivement, et la plupart des Teddy Riner ne vont pas voir un chirurgien pour se faire opérer. L'avantage de cet indice de masse corporelle, c'est que, outre le fait qu'on peut déjà avoir des tables pré-imprimées en fonction du poids, de la taille des réglettes et compagnie, de toute façon, ça se calcule en 15 secondes. Je mesure un poids, je fais mon examen clinique, j'ai un poids, j'ai une taille. Les gens connaissent leur taille la plupart du temps, souvent connaissent même déjà leur poids. Tac, 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 j'ai un indice de masse corporelle et je leur mets le doigt dessus. Voilà, vous êtes à 34, vous êtes à 37, vous êtes à 42. La normale, c'est la moitié. Et surtout, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut prendre sa taille et dire votre indice de masse corporelle idéal se situe entre 18 et 24. Vous devriez, pour votre taille, faire entre 65 et 75 kg. Et là, vous en faites 104. Il y a un problème. Vous avez 30 kg au moins en trop. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être déjà dès la consultation par le médecin traitant. Et pourtant, ça ne se passe pas dans le cabinet du médecin traitant, tout ça. Ça se passe parce que le patient, lui, il va aller chercher son chirurgien ou sa solution pour son obésité. Peut-être parce que le médecin traitant, il est sous-informé. Il ne connaît pas les techniques chirurgicales. Ça lui fait peur. Il ne sait pas vers qui les adresser, il ne sait pas comment ça va marcher. Il a peur de se retrouver avec un patient opéré et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Comment ça va se passer quand il aura des complications? Alors que de l'autre côté, il y a un patient qui s'informe, qui va sur Internet, qui va rechercher des forums sur lesquels on va lui donner des conseils, pas toujours bons, pas toujours contrôlés. Il va avoir les bonnes adresses. Lui, il est super. Lui, on ne sait pas trop. Lui, il a eu des complications. Voilà. Surtout, il n'a jamais entendu parler du suivi. Jamais. Et puis pour lui, le chirurgien, il sait tout, quoi. Et il n'y a personne d'autre à qui il peut parler, sauf le jour où il va voir le chirurgien, qui parfois lui dit vous venez pour ça, clac, 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 et hop, demain, bilan. Et ça, c'est le drame de la chirurgie de l'obésité. C'est le chirurgien. C'est le premier pourvoyeur de la mauvaise chirurgie. C'est le chirurgien qui opère sans se soucier de avant, sans se soucier de après, sans se soucier de qui il est en face de lui, pourquoi il en est venu jusqu'à venir me voir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la chirurgie de l'obésité a très mauvaise réputation. Ce qui est certain, c'est que le médecin traitant et le patient, ils ont tous les deux peur de quelque chose, c'est le risque qu'ils vont prendre. On a un patient qui se considère sain, un médecin traitant qui le considère sain, pourtant il est malade, et ils vont se retrouver à faire prendre le risque d'une chirurgie en se demandant c'est quoi les conséquences, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de le faire maigrir, allez hop, on va courir, salle de sport et compagnie. Et en plus de ça, il y a beaucoup de croyances qui sont associées à cette chirurgie de l'obésité. Après, il y a l'estomac qui se dilate, ça marche qu'un temps, je pourrais plus boire d'eau gazeuse. Il y a la chirurgie, c'est irréversible. Alors, il y a une grande partie de ces espèces de croyances qu'on va pouvoir, ne serait-ce qu'avec des notions très simples que je vais essayer de tout simplement. Mais ça alimente beaucoup de choses parce que en fait, finalement, qui donne l'information, ça va être celle qui a été opérée. Et celle qui a été opérée qui poste sur Internet, eh ben, elle va le faire parce qu'elle n'est pas contente, parce qu'elle a quelque chose à dire. Mais avant d'opérer, de toute façon, on va faire un bilan. Alors le bilan,
Je pense que c'est ce qui sauve la chirurgie bariatrique aujourd'hui. Et de toute façon, il va être de plus en plus réglementé et pour des bonnes raisons. Parce qu'à la base, c'est des patients qui viennent, c'est des visites, des examens, des machins, ça dure des plombes. Moi, je me suis décidé, c'est demain que je me fais opérer. Et en fait, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et si ça durait 1 an plutôt que 6 mois, ce serait encore mieux. Et si ça pouvait durer 2 ans plutôt que 6 mois, ce serait encore mieux. Parce qu'en fait, ils sont jamais assez prêts pour le jour où ils vont se faire opérer. Et donc tout ça, effectivement, on cherche à les préparer à l'après-chirurgie. C'est complètement inconnu pour eux, puisqu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont pouvoir manger en volume. Il faut voir qu'un patient obèse, quand il est devant son assiette, il ne se rend même pas compte de l'énormité du volume qu'il arrive à mettre dans son estomac. Il ne se rend pas compte qu'il grignote. Les patients, je leur dis, mais vous grignotez? Ils me disent, non, non. J'ai des patientes qui arrivent avec des bonbons et qui me disent, mais c'est sans sucre. Alors je prends l'emballage, je retourne et je dis, mais c'est peut-être sans sucre, mais chaque bonbon, il a 9 kilocalories. Il a des lipides, il a des machins. Donc il faut réapprendre toute cette alimentation aux patients. Et ça se fait pas en 2 mois. Et ça se fait à travers différents points de vue, différentes confrontations. Il y a ce qu'on leur dit, nous les professionnels de santé, et puis il y a ce que les autres qui ne sont pas professionnels mais qui ont déjà vécu vont pouvoir leur dire. C'est-à-dire, tu vas voir, voilà. Et ça a parfois un impact un peu plus important parce que ça passe par, euh, par quelque chose d'un peu plus détendu, d'obèse à obèse. Voilà. Et c'est tout l'intérêt de nos réunions qu'on fait. Et moi maintenant, je les oblige à aller au moins à une réunion avant la chirurgie. Et souvent, ils viennent même 2 ou 3 fois à ces réunions pour pouvoir avoir des réponses à des questions qui ne se posent même pas. Même pas. On a des patientes qui étaient prêtes à se faire opérer, et puis en fait, je crois qu'on a des patientes qui ont repoussé leur date opératoire, hein, qui venaient d'autres équipes, et parce qu'en fait, il y a plein de questions, elles n'étaient pas prêtes, c'était dans 15 jours, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours? On en profite pour donner des informations sur la contraception, il y a des projets matrimoniaux, ou enfin en tout cas de maternité. L'obésité, ça peut attendre, c'est jamais une intervention urgente, jamais. Il y a un projet professionnel qui est plus important, on peut commencer à préparer les patientes, on peut déjà faire un premier enfant, ou alors on fera un enfant dans 2 ans. Mais s'il faut faire un enfant maintenant pour 1001 raisons, on fait d'abord l'enfant. Et puis après ça, entre-temps, on travaillera, on va préparer les patients, et après ça, on pourra opérer les patients. Mais voilà, tout ça, les patients, ils ont besoin de le savoir. Et souvent d'ailleurs plutôt d'une demi-heure, ne suffit pas. Ne suffit pas. Et puis on va devoir remplacer aussi le travail de l'estomac. C'est-à-dire que les obèses, ils gobent, et du coup c'est l'estomac qui digère tout. Mais quand il n'y a plus l'estomac, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir assimiler les nutriments? Ce monsieur, il a besoin qu'on s'occupe de ses dents avant de son estomac. C'est très schématique, hein, mais clairement, c'est ça. C'est-à-dire que si on s'occupe que du geste chirurgical, des contre-indications, c'est bon, il rentre dans les cases, on y va, et ce monsieur après ça, il ne pourra plus manger que du lait, des danettes et compagnie, et ça va être un échec. Et surtout, on ne va pas pouvoir l'opérer des dents après, parce qu'il sera en carence nutritionnelle, donc il vaut mieux l'opérer des dents avant. Et il faut lui réexpliquer qu'il faut mâcher. Et c'est pas si simple que ça. Après, on va chercher à dépister les contre-indications. Le bilan, il a un vrai intérêt, ce bilan. Pour l'instant, on parlait du bilan, c'est-à-dire comment préparer les patients, mais ça ne se passe pas à l'hôpital, ça se passe avec des réunions, des informations. Là, on rentre un peu à l'hôpital pour pouvoir rechercher qu'est-ce qui pourrait devenir très grave si on opérait. Donc on va chercher des cancers, des foyers infectieux, un état bucco-dentaire catastrophique, des carences préexistantes, parce qu'une fois ne va plus pouvoir se supplémenter, ne va plus pouvoir développer des défenses immunitaires suffisantes pour pouvoir se battre contre les agressions extérieures.
Et puis après, chaque opération, elle a ses petites contre-indications, c'est-à-dire qu'il y a certains patients, on va leur dire oui pour l'obésité, oui pour la prise en charge de l'obésité morbide avec une intervention chirurgicale, mais pas celle-ci. Celle-ci, elle ne sera pas pour vous parce que ça ne va pas marcher, parce que vous avez des traitements au long cours et qu'il faut en tenir compte de l'absorption des médicaments, et on reverra ça un tout petit peu plus tard. Et puis enfin, un bilan avant l'intervention, long, redondant, c'est la meilleure façon d'éviter les rechutes. Les rechutes, c'est-à-dire la reprise de poids, tout simplement. Le patient qui vient, qui passe 2 jours à l'Institut Arnaud de Sang, parce qu'effectivement c'est comme ça que ça se passe chez nous, mais ça se passe chez nous comme ça, pour le fameux bilan médical à la recherche de contre-indications, mais pas pour tous les autres bilans qu'on fait tout autour, les bilans psychologiques, les souffrances psychiques qu'on conduit à l'obésité, parce que c'est ça aussi. Pourquoi est-ce que je suis devenu obèse? Parce qu'on va traiter quelque part un symptôme en traitant l'obésité. Peut-être qu'il y a quelque chose au fond. Les gens ne veulent pas être obèses. Ils ne se réveillent pas un jour en se disant tiens, si je commençais à prendre du poids, ça va être confort. Donc voilà. Et après, on ne peut plus. Voilà. Et c'est très difficile de reprendre ces patients. En plus de ça, ils ont déjà eu la chirurgie. Donc pour eux, c'est comme s'ils avaient plus d'autres solutions d'autres que voilà. Et effectivement, tout ce qui n'est pas fait avant ne sera pas forcément fait après. En tout cas, c'est extrêmement bénéfique de le faire avant. Ça va entraîner une perte de poids, très probablement. Les gens prennent conscience. Parfois, ça va même déplacer le projet, c'est-à-dire que les gens viennent en se disant boum, 122 kilos, il faut que je me fasse opérer. Et puis au bout du compte, c'était prévu pour avant l'été, comme ça, grandes vacances et compagnie. Et puis en fait, le projet, il s'enrichit et puis ça devient après l'été, où c'est pas le moment, où ce sera en février, voilà. Et donc c'est des choses qui sont très riches pour nous, parce qu'on a l'impression que le patient, il est prêt et il va adhérer au programme. Et surtout, ce qu'on essaye, c'est d'éviter ça. La chirurgie, je me fais opérer, c'est magique. Après ça, de toute façon, je ne peux plus manger, je suis guéri. En fait, la chirurgie toute seule, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça va marcher un temps, ça va marcher 6 mois, ça va marcher 1 an et demi. La perte de poids, elle est inéluctable. Vous passez d'un volume alimentaire conséquent à l'équivalent d'un pot de yaourt ou d'un paquet de cigarettes en volume par repas. Vous avez beau les multiplier, ça ne fait pas un repas suffisant. Et donc, effectivement, les patients, ils se retrouvent à manger peu au début, plusieurs fois par jour, certes, ils ont mal, l'estomac est rigide, c'est pas confortable, ils maigrissent, pas de problème. Et ils se mesurent tous les jours. Et 200 grammes, tac, 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 ils ont un volume de l'ingestat qui est très réduit. Le problème, c'est le jour où le volume de l'ingestat, on arrive à contourner le problème. C'est-à-dire qu'on va toujours garder, l'estomac ne se dilate pas, il se dilate peu, mais il ne va pas redevenir l'estomac de l'obèse avant l'opération. En revanche, on peut avoir une qualité d'alimentation qui reste toujours très mauvaise, avec des éléments hyper caloriques, hyper nutritifs. Et donc si vous vous occupez que du volume, mais pas de la qualité de ce que vous mettez dans ce volume, ni la quantité avec laquelle vous mangez, ben, au bout du compte, vous n'obtiendrez pas les résultats souhaités et surtout le patient, eh ben, il ne va pas comprendre pourquoi ça ne marche pas parce qu'il a déjà eu la chirurgie. Moi quand j'étais jeune interne, il y avait ces deux écoles qui se disputaient, la bonne versus la fusée à 3 étages. Quand la fusée elle décolle à Cap Canaveral, d'abord elle a les gros réacteurs, puis elle lâche les premiers réacteurs, elle a les deuxièmes réacteurs qui prennent puis elle lâche les deuxièmes réacteurs, elle se retrouve déjà dans la stratosphère ou tout et n'importe quoi, elle se libère des troisièmes réacteurs. Et donc il y avait ces gens qui disaient on commence par l'anneau gastrique, on fait 5 ans d'anneau gastrique, 10 ans d'anneau gastrique, il n'en peut plus, il reprend du poids, clac.
on passe sur la sleeve gastrectomie, on leur fait la bonne sleeve, hop, ils repartent à nouveau vers une perte de poids. Et puis une fois qu'ils ont repris à nouveau du poids, clac, on transforme ça en gastric bypass et hop, on les a tenus 20 ans. Et les patients, il n'a rien eu à faire, il n'a rien compris. Alors que surtout, on prend des risques énormes parce que plus on opère, plus c'est difficile d'opérer, plus on prend des risques pour les malades. Et ce n'est pas nécessaire. Surtout, ce n'est pas nécessaire. Donc on a fait un bilan, on va faire un bilan, et de toute façon, les gens, ils arrivent en disant « je veux ça ». Je suis venu m'acheter mon bypass gastrique, quoi. Voilà. Donc, à un moment, il va falloir choisir l'opération chirurgicale. Hein. Qui l'a choisi? Comment est-ce qu'on l'a choisi? Pourquoi telle opération plutôt que telle autre? Et finalement, est-ce que c'est dès le début qu'on doit la choisir? Et on va répondre à ces questions, mais on va y répondre déjà en comprenant pourquoi, c'est-à-dire en comprenant les opérations en elles-mêmes. On va partir d'un estomac de base, hein, d'accord, un peu dilaté, parce qu'on parle d'un estomac d'obèse. L'anneau gastrique, c'est tout bête. Hein. Je mets un anneau à la jonction entre l'œsophage et l'estomac, je le gonfle, et ça fait l'effet sablier. Ce que je vais manger va passer tout petit par tout petit, et je vais être limité, je vais avoir un barrage. Ça marche très bien l'anneau gastrique. Ça marche très bien, aussi bien que les autres. C'est une intervention qui est la moins dangereuse, 0% de mortalité. Alors le problème de l'anneau gastrique, c'est qu'il y a des vieilles études qui ont été faites, qui sont toujours les études qui sont mises en avant dans les publications, alors qu'entre-temps la technique a évolué. Maintenant on s'intéresse qu'aux nouvelles techniques. C'est un peu fatigant pour le chirurgien qui voit passer et repasser son patient, alors qu'avec un autre type de chirurgie de l'obésité, eh ben, on se débarrasserait quelque part du patient. Ça y est, je l'ai opéré, maintenant c'est les autres qui gèrent. Voilà. Mais c'est l'opération la plus sûre de toutes les opérations en chirurgie bariatrique. On ne découpe pas l'estomac. Et puis surtout, c'est une opération pour les patients qui ont peur. C'est une opération qui est la première opération. Ceux qui ne veulent pas se faire opérer, à la limite, ils voudront bien d'un anneau gastrique. Quand on sait que ces patients, ils ont besoin d'être opérés, que c'est de la maladie, que ça développe de la comorbidité, et qu'on le voyait sur les courbes, ça peut conduire à la transplantation hépatique quand on a une NASH, le diabète et toutes les conséquences du diabète, les infarctus du myocarde. Ces patients, si on peut les attirer avec une chirurgie qui leur paraît, qui les rassure, tant mieux, tant mieux. On va faire l'anneau gastrique, c'est très bien. Le problème de l'anneau gastrique, c'est que ça a un temps, ça nécessite des réinterventions. Chez un patient jeune, malheureusement, on peut être sûr qu'il va avoir besoin d'un deuxième, d'un troisième anneau gastrique. Ça se fait, il n'y a pas de souci. Hein. Un anneau, ça peut même durer 10-12 ans, le premier anneau. Et puis surtout, il y a un inconfort digestif. Ils ne sont pas bien avec l'anneau. Ils ont faim, ça bloque, ça fait des sensations bizarres. Parfois, ils vomissent. Alors, ils jouent un petit peu avec le volume de... Et puis, à chaque fois qu'on a posé un anneau, ben, derrière, l'opération, elle est un peu plus risquée. Le jour où on va devoir transformer ça en sleeve gastrectomie. La sleeve, qu'est-ce que c'est? Alors, historiquement, c'est plutôt le bypass gastrique qui serait avant la sleeve, mais bon, je suis allé un petit peu dans un autre sens, pour mes raisons à moi. Toujours est-il, la sleeve gastrectomie, pour la plupart des patients, c'est super simple. On coupe, et ça y est, c'est gagné. Clac, j'avais un gros estomac, j'ai un petit estomac, et quelque part, c'est vrai. Alors, déjà, là, il y a une notion qui apparaît, c'est que qu'est-ce que je fais du reste de l'estomac? Ben, je l'enlève. Et ben, cet estomac-là, ça rend, finalement, cette partie d'estomac enlevée, ça rend cette intervention irréversible. Et des 3 opérations, c'est la seule qui est irréversible. On ne pourra pas retourner en arrière. Alors, est-ce que ça pose problème? Non. Parce qu'il y a des gens à qui on fait des gastrectomies totales pour cancer, et pour autant, ils ne sont pas dénutris. On les supplémente. On arrive, hein, voilà. Après, c'est une amputation quelque part. L'avantage de la sleeve, c'est que c'est très simple à comprendre. Les patients, ils adhèrent facilement à la sleeve gastrectomie.
Et puis on ne modifie pas la continuité du tube digestif. Donc en apparence c'est super. Le problème c'est que du coup on garde le pylore, qui est ce sphincter à la fin de l'estomac, qui peut créer des surpressions. Et c'est responsable pour un tiers des patients d'une sensation de reflux gastrique, qui est assez désagréable. C'est du coup une opération qu'on ne fera pas si les patients ont déjà du reflux acide, et ça nécessite une surveillance, au moins une année sur deux au début, pour vérifier qu'il n'y ait pas des œsophagites, avec parfois des œsophagites qui vont loin, qui vont vers des endobrachyœsophages et toutes les conséquences qui vont avec. Donc c'est pas anodin ces reflux et la décision d'avoir une sleeve gastrectomie. Et puis il y a la fistule, la fameuse fistule de la sleeve gastrectomie qui a freiné l'enthousiasme de cette technique parce que c'est dramatique. Une fistule, ça veut dire une patiente ou un patient jeune qui se fait opérer, en principe, 3 jours après on est à la maison, en principe, 4 semaines après, on est déjà bien, on reprend la vie normale et on a une fistule sur une sleeve gastrectomie, 6 mois, 8 mois après, on est toujours avec le traitement désocialisé, une fois par semaine à l'hôpital, nutrition parentérale, ça peut être des catastrophes qu'on ne retrouve pas avec les autres opérations. En tout cas, pas dans, dans un tel drame. Voilà. La sleeve, elle a une popularité en France qui est excessive. C'est la première intervention chirurgicale en France et c'est le seul pays au monde où la sleeve est faite en plus grand nombre, de façon annuelle, par rapport au bypass gastrique ou à l'anneau gastrique. C'est l'intervention numéro 1 à tort. Enfin, moi je pense, à tort. Et probablement ça ne va pas rester la numéro 1 parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez inconfortable parfois en post-opératoire pour les patients et qui a des conséquences qu'on verra à long terme. La sleeve, elle a commencé à devenir un peu populaire, un peu plus fréquente à partir de 2000-2001. Donc pour l'instant, on a 10 à 15 ans d'années de recul sur la sleeve gastrectomie, alors qu'on a au moins 2 fois plus de recul sur le bypass gastrique, qui est une opération très très ancienne. Et donc, on attend de voir ces fameux reflux, ces fameuses conséquences de la sleeve gastrectomie. Dernier avantage quand même de la sleeve gastrectomie, c'est qu'on peut la transformer en bypass. Alors, le bypass, oui. Ouais. Alors, on a montré avec la sleeve gastrectomie que on diminuait effectivement la plupart des sécrétions hormonales liées qu'on retrouvait dans l'obésité et qui étaient majoritairement descendues en flèche en post-opératoire pratiquement immédiat avec le bypass. De la même façon, on coupe la faim, on traite le diabète, on a paradoxalement aussi les mêmes dumping syndrome pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore trop, mais globalement les mécanismes hormonaux après une sleeve gastrectomie ressemblent énormément à ceux après un bypass gastrique, qui en fait effectivement quelque chose de très attirant, parce qu'une sleeve gastrectomie, vous mettez dans un centre super entraîné, vous mettez 25 minutes pour la faire, 20 minutes, tchac, 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 tchac. Voilà. Alors qu'un bypass gastrique, soit vous faites que ça, vous avez beaucoup de personnel autour de vous, vous êtes en gros dans une machine qui s'apparente plus à un centre hospitalier universitaire qu'à la pratique privée, et vous mettez 1 heure, 1h20, soit vous êtes tout seul dans votre coin, vous mettez 2 heures pour la faire. Donc les praticiens qui sont en privé et qui doivent choisir, eh ben, ils ont choisi la sleeve. C'est facile, tchac, 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 tchac. Surtout que quand ils ont un problème, ils l'envoient au CHU pour gérer la fistule, c'est trop compliqué. Il faut des gastro-entérologues qui savent y faire, il faut toute une équipe, des nutritionnistes pour pouvoir réalimenter en parentéral et ce genre de choses. Essayons de comprendre ce que c'est qu'un bypass gastrique. Alors, le problème du bypass gastrique, c'est que quand on a les schémas devant soi, c'est très compliqué. Moi, j'ai essayé de vous résumer ça comme ça. Le but du jeu, de toutes les opérations en chirurgie bariatrique, c'est d'avoir un petit volume alimentaire. Donc, au lieu d'avoir un volume qui garde la continuité, tac, 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 on va faire encore plus petit
On va découper un petit bout d'estomac. Problème, je mange, ça tombe dans un cul-de-sac, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc je suis obligé de le relier au reste du tube digestif. Je vais me chercher une anse intestinale un peu plus loin, je coupe, et le petit bout numéro 2, là, celui qui va aller vers le côlon, hop, je vais l'attacher à ce petit bout d'estomac, et donc ça va me permettre de manger, d'avoir mon petit volume, ça tombe dans les intestins, ça commence l'absorption des nutriments, et ça va jusqu'au côlon. Problème numéro 2, qu'est-ce que je fais de mon petit moignon? Parce qu'au bout du compte, il est encore relié à l'estomac, mon moignon. Et il y a les sécrétions biliaires. Et les sécrétions biliaires, elles viennent, elles aussi, rentrer en jeu dans l'absorption des nutriments. Donc je suis obligé d'aller me chercher un petit bout un peu plus loin pour pouvoir coudre l'un à l'autre. J'ai mon montage en roue, selon roue, en Y, voilà mon Y là, c'est ça. Et après, j'arrive à ce schéma-là. Alors, c'est sûr que si on commence direct par ce schéma-là, on se dit, ouh, qu'est-ce qu'il va me faire là? Je comprends plus rien. Ça fait peur. En fait, c'est pas très compliqué. C'est une intervention qui est utilisée effectivement en cas de cancer assez souvent. C'est l'opération, plus ou moins l'opération qu'on faisait quand on avait des ulcères gastriques avant de découvrir le rôle d'Helicobacter pylori et tout ce genre de choses. Et donc, c'est une opération qui est très bien tolérée. Très bien tolérée. Et c'est l'avantage du bypass, c'est que, outre être le gold standard, c'est vraiment la référence, c'est l'intervention à laquelle on compare toutes les nouvelles techniques qu'on essaye de nous vendre. Mais restons simples, les 3 techniques chirurgicales, ce sont celles-ci. Les autres, c'est du un peu plus de sel, un peu moins de poivre, et je vous rajoute un petit peu de curcuma, et puis vous allez avoir une nouvelle opération chirurgicale. Je vais faire une publication dans un grand journal. La référence, c'est le bypass gastrique. C'est très confortable. Les gens, le lendemain, le surlendemain, les jours d'après, ils se sentent bien. Ils mangent peu, ils sont tout de suite freinés, ils n'arrivent pas à manger des gros volumes, mais ils n'ont pas de douleur, très peu de vomissements. Il faut leur apprendre à gérer tout ce qui est le dumping syndrome, c'est-à-dire je ne mange pas sucré tout de suite, mais ils s'y font très bien. Et d'ailleurs, ils font 2-3 malaises, clac, et puis après ça, ils savent très bien qu'il ne faut plus commencer par la compote sucrée le matin. Voilà. Et puis c'est une forme de gestion des risques, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un risque comme la fistule de la sleeve gastrectomie. On a des fistules sur anastomose, elles sont potentiellement graves, parce que ça fait des péritonites, mais quelque part, si on dépiste bien nos fistules euh, comme une fistule de sleeve gastrectomie, on y retourne, on réopère. Finalement, le patient il perd 2 jours d'hospitalisation, mais les conséquences ne sont pas aussi dramatiques que ça. Alors c'est une espèce de gestion des risques parce que c'est vrai qu'avec ce montage chirurgical, on crée une condition anatomique qui peut être sujette à des brides intestinales, à des brèches mésentériques. Alors je ne vais pas vous passer en revue toutes les brèches mésentériques, la brèche de Peterson, le machin, le bidule, ça c'est pareil. Ça peut rallonger des opérations chirurgicales, donc on choisit pas, il y a des consensus qui se font entre experts, mais globalement, on peut avoir effectivement des patients qui font 10 ans après, 15 ans après, une occlusion sur baissoire, parce qu'effectivement, comme on n'a plus le pylore, si on mange un tapon une fois j'ai retrouvé des, des carottes râpées. Le dernier c'était les salsifis, mais sinon des carottes râpées, des petites carottes râpées industrielles, gobées comme ça. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé des petits carrés là, découpés en petits, des très jolies petites carottes bonduelles, voilà, en plein milieu. Et donc ça, effectivement, ça peut être un souci. Et ça peut être des années après. Et le dernier que j'ai fait, c'était effectivement des besoirs sur une espèce de crise de boulimie chez une jeune femme qui s'était fait opérer 10 ans avant, qui s'est fait toute la boîte de salsifis, crac, et puis 2 jours après, elle était aux urgences, en occlusion. Voilà. Et du coup, on revient à la question. Qui doit choisir l'opération chirurgicale? Quand, comment et pourquoi? Alors, déjà, quand? Peut-être après avoir fait le bilan. C'est-à-dire, si j'ai un traitement au long cours parce que je suis porteur du virus VIH,
et que je dois prendre ma trithérapie tous les jours, une intervention comme le bypass gastrique, ce n'est pas l'idéal parce qu'on va quelque part modifier un petit peu l'absorption du médicament. Si je dois prendre un traitement par AVK au long cours, pareil, et donc la sleeve gastrectomie sera peut-être plus adaptée. Voilà. Mais dans l'autre sens, si je suis sujet au reflux acide, je vais aggraver mes reflux avec une sleeve, autant partir directement sur un bypass gastrique qui d'abord a été une intervention à visée anti-acide historiquement. Après, comment choisir? Effectivement, initialement en éliminant celles qu'on ne peut pas faire, et puis après il reste celles qu'on peut faire, voire les trois. Il faut savoir que l'une n'est pas supérieure aux autres en termes d'efficacité, puisque l'efficacité ne dépend pas de l'opération ni du chirurgien. Elle va dépendre de tout ce qu'il y a avant, de la préparation du malade et de tout ce qu'il y a après. Le suivi du malade, le remettre dans les rails, le fait qu'on leur donne des consultations et qu'ils oublient et qu'ils retombent, ça peut être 2 ans, 3 ans après, ils retombent dans le vice d'une mauvaise alimentation et que même s'ils ont eu la chirurgie, si on ne les recadre pas régulièrement, moi je leur dis toujours même, de toute façon, à vie, 4 consultations diététiques par an. Et ils en feront que 2. Mais au moins 4. Et parce qu'on se recadre, et on vérifie là où on a commencé à dévier un petit peu, parce qu'on ne peut pas prendre le fameux dessert, parce que c'est trop petit, du coup le dessert on le décale de 2 heures. Et là on commence à grignoter. Moi je leur dis, le dessert, soit vous le prenez, soit vous levez de table, c'est fini. Même 2 ans après. Pourquoi on devrait choisir l'une plus que l'autre? À mon avis, parce que si le patient il a l'opération qu'il choisit, qui lui plaît, et quelque part, il y aura peut-être de l'effet placebo, mais il va être plus adhérent au projet. Et surtout, si l'opération se complique, lui, il voulait un bypass, on lui a fait une sleeve, ça a foiré. Je savais que je voulais mon bypass, pourquoi il m'a fait ma sleeve? Et il change de centre, il change tout l'entourage qu'on avait mis tout autour de cette histoire de chirurgie de l'obésité pour que ça se passe bien, et on va droit dans le mur, droit dans le mur. Et moi, j'ai la dernière patiente à qui on n'a pas eu de fistule, mais on a eu une petite sténose réactionnelle à la ligne d'agrafe sur une sleeve qui a nécessité 4 dilatations par le gastro-entérologue pour pouvoir obtenir enfin un confort digestif avant qu'on y arrive. Et je lui disais déjà, mais de toute façon, il restera toujours la possibilité de le convertir en bypass. Elle ne voulait pas du bypass. Avant qu'on y arrive, je lui avais posé la question, est-ce que vous regrettez d'avoir eu une sleeve gastrectomie? Elle m'a dit non. Mais de toute façon, c'était son choix. Elle a fait son choix, on l'accompagne, après on leur dit non, c'est pas raisonnable ou tout et n'importe quoi. Mais... Et donc, qui choisit? Pour moi, c'est le patient. Moi, je leur dis, voilà, on a tout fait, ça on ne peut pas le faire, mais il y a ça, qu'est-ce qu'on vous fait? C'est quoi l'opération que vous avez choisie? Et ils me disent, c'est ça. Et moi, si je passe pour la même opération 1 demi-heure ou 2 heures et demie, pour moi, c'est pareil. Je pourrais faire 3 sleeves le temps d'un bypass, mais d'un autre côté, ce monsieur, il a besoin d'un bypass. Et on va lui faire un bypass.